réactiver l'enregistrement et je vais survoler le module diode. Le cours sur les diodes est déjà en ligne. Pour les séances de laboratoire à distance, ce sera sur Zoom ou sur VIA. En réalité, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. Je recommande à mes 3 collaborateurs d'avoir un VIA ouvert, mais ça va être beaucoup asynchrone. Vous avez l'énoncé, vous avez les tutoriels, vous installez LTSpice, vous faites vos simulations, les chargés vont être disponibles, mais le protocole exact, moi je pensais que chacun d'entre eux allait se donner le relais pour les séances par simulation pour ouvrir un VIA synchrone à l'heure des simulations, mais on ne s'attend pas à ce que vous fassiez les laboratoires en simulation, principalement à l'heure des simulations. On s'attend à ce que vous le fassiez en asynchrone et qu'il y ait un moment pour poser vos questions et les 3 chargés de lab peuvent être disponibles, probablement pas pour les 3 heures parce que je pense que c'est complètement inutile, mais ils sont tout à fait capables d'ouvrir une session VIA à l'heure de vos laboratoires et de répondre live à vos questions, mais ils me disent que ça marche mieux de le faire en asynchrone et de vous répondre. Même ils peuvent ouvrir un Skype ou autre chose. J'ai tel problème, vous ouvrez un Skype, un Zoom ou ce que vous voulez et vous faites un partage d'écran. J'ai tel problème, ça ne marche pas, peux-tu me déboguer? Les 3, Aref, Nader et Ahmad peuvent. Donc, convenez-en avec les chargés de lab quand ça va se passer pour vrai. Effectivement, nominalement, les labos en simulation sont asynchrones. Donc, si vous permettez, je vais faire un petit survol de ça. Mais le détail, le perroquet est enregistré, c'est déjà sur le site, c'est déjà disponible, la version longue de ça, c'est touffu. Hein? Donc, si je m'en vais là, ben, on fait d'abord un petit rappel sur les semi-conducteurs. Vous l'avez vu au cours d'avant, la plupart, ben pas la plupart, beaucoup n'ont pas retenu grand-chose du cours d'avant sur les semi-conducteurs. En tout cas, c'est ce qui se passait les années passées. Ça dépend de votre intérêt pour la physique. Mais si vous ne comprenez pas la physique, à un moment donné, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, on a des diodes parce qu'on a des semi-conducteurs. Si on n'avait pas des semi-conducteurs, on ne serait pas capable d'avoir des composants actifs, on serait dans un autre univers. Donc, un semi-conducteur, ça veut dire que typiquement, il y a une bande de valence. Oups, je vais retourner avec mon pointeur. Il y a une bande de valence où les électrons sont pas mal fixes. Il y a une bande de conduction qui se remplit par agitation thermique pour un semi-conducteur. Dans un isolant, elle n'est pas remplie du tout, il ne se passe rien. Et c'est par l'expulsion par agitation thermique d'un électron de là à là que le semi-conducteur va conduire. Dans un métal, cette bande-là est pleine. Un métal, c'est bien le fun, ça fait des fils, mais avec des métaux, vous ne pouvez pas faire ni diode, ni transistor, donc on n'aurait aucun composant électronique comme vous les connaissez si on n'avait pas le semi-conducteur. Le semi-conducteur, typiquement, il y a 2 zones, une P, une N, et il y a 2 courants. Il y a un courant ici, il y a un courant, en fait, les 2 composants du courant de diffusion. Il y a un courant de diffusion qui est, comme il y a un gradient de concentration des porteurs, les trous vont là, les trous qui sont ici vont de l'autre côté, les électrons qui sont ici vont de l'autre côté, ça crée un courant. Et s'il y a une tension d'alimentation, ce courant peut être soutenu. S'il n'y avait pas de tension d'alimentation, il ne peut pas y avoir un courant. Parce que s'il y avait un courant de façon perpétuelle, vous pourriez bâtir le mouvement perpétuel, ce que la thermodynamique défend, on ne peut pas faire ça. Donc, il va s'établir ce qu'on appelle une zone de charge d'espace. Donc, un électron qui s'en va de ce côté-ci, puis un trou qui s'en va de ce côté-là, va laisser derrière lui un ion positif, un ion négatif. Ces ions vont créer un courant de dérive, et quand le courant de dérive est exactement égal au courant de diffusion, vous arrivez à l'équilibre. Si la source égale 0, donc il n'y a pas de courant qui passe, et quand vous êtes en polarisation inverse, la charge d'espace s'épaissit, et quand elle s'épaissit,
elle va bloquer le courant et donc nominalement, il n'y a pas de courant sur une diode en polarisation inverse. Le mot qui est employé dans le matériel de labo, c'est une vanne. Donc en polarisation inverse, pas de courant. En polarisation directe, ça conduit courant. Le courant va dans le sens de la flèche, de l'anode vers le cathode. Une mnémotechnique intéressante, c'est ordre alphabétique, donc de A vers C, sens de la flèche. Le courant va dans le sens de la flèche. En sens inverse, la diode idéale bloque, il n'y a pas de courant. Donc, en direct, en inverse, c'est un circuit ouvert. En direct, c'est un court-circuit. Donc ça vous donne la diode idéale. La caractéristique réelle d'une diode, là, vous la voyez là. Notez que le facteur d'échelle, ça c'est des volts puis des milliampères. Ça c'est des dizaines de volts, voire des centaines de volts. Ça pourrait être plusieurs ampères. Et ça, c'est ici des nanoampères. Donc, les échelles ne sont pas les mêmes des deux côtés. D'accord? Donc, une échelle volt milliampère, une échelle 1 volt milliampère, une échelle 50-100 volts nanoampères, microampères, et c'est la même chose. Et ça, c'est plus proche. Ça, c'est si on enlève le zoom qu'on voit, ben, la diode, elle va conduire en direct avec son 700 millivolts de chute, puis en inverse, elle a une tension de brisure. Entre les deux, le courant est négligeable. C'est ça qui est l'idée. Et ça, ben, les détails, avec votre relation exponentielle, le moins 1 qui moins 1 multiplié par IS qui explique cette zone-là, l'exponentielle qui explique cette zone-là, puis vous écouterez la version détaillée. Ça dépend de grandeur physique, donc état QT. C'est une grandeur qui, VT dépend de la température, donc 25 millivolts. Donc KT sur Q, donc qui est le VT, ça détermine la caractéristique de la diode. Et puis comme on explique en long et en large, dans l'autre module, avec état égale 2 pour une diode au silicium, VT égale 50 millivolts, ça fait 100 millivolts. Donc, avec 100 millivolts de chute, à chaque fois que vous allez venir 2 fois 25, 50, à chaque fois que vous allez rajouter 50 millivolts, le courant va être multiplié par un facteur de E, 2,7. E au carré, ça donne à peu près 10. Donc, 100 millivolts en haut, divisé par 50 millivolts en bas, c'est 2, c'est E au carré. Donc, à chaque fois que vous allez rajouter 100 millivolts ici, le courant va être augmenté par un facteur de 10. La conduction, le seuil de conduction significative, typiquement est entre 400 et 500 millivolts, ça dépend du montage. En bas de 400 millivolts, vous allez voir des microampères. Mais à 700 millivolts, vous allez voir typiquement des milliampères, 4, 5, 10, 20 milliampères, sur une diode de puissance. Donc, une diode de puissance comme dans les cours d'énergie, ben, ça va peut-être vous prendre 850 millivolts pour avoir 100 ampères sur une diode. Bien sûr, oui, les diodes de 100 ampères, ça existe. Et quand on connecte Québec à New York, ben, ça nous prend des convertisseurs AC, AC, AC-DC, on fait des connexions DC. De quoi on se sert? Ben, de la diode, puis on va avoir des batteries de diodes qui sont chacune capable de prendre 100 ampères. Vous ne ferez pas ça au cours 2310, mais c'est la même chose. C'est une diode de puissance, l'équation exponentielle est toujours la même et la relation est toujours là. Là, on discute en long et en large. Ça, c'est un modèle plus précis, mais c'est encore une approximation. Parce que le IS qui est là, il n'est pas si constant que ça. Comme vous voyez dans le dessin, le IS augmente avec la tension. Et puis, la théorie de base de la physique élémentaire dit qu'on devrait avoir un IS de l'ordre de 10-14. Mais en réalité, IS est de l'ordre de 10-9. Donc, vous allez au labo, vous mesurez le courant inverse, il est de l'ordre du nanoampère. Mais quand vous mettez un nanoampère là-dedans, puis vous mettez ça dans cette relation exponentielle, elle ne marche pas. Donc, l'équation, c'est une approximation. Soyez avertis, cette équation, ce n'est pas coulé dans le béton, c'est une approximation du comportement de la diode réelle. Donc,
Effet de la température. À chaque fois que vous augmentez la température, vous augmentez le KT. Il y a d'autres caractéristiques de fuite qui augmentent. Une des choses qui est importante et fondamentale, que vous devriez jamais oublier de toute votre vie, c'est que le courant dans une inverse d'une diode double à tous les 10 degrés C. Donc, quand vous partez de 25 degrés Celsius pour aller à 125, vous avez 10 doublements du courant de fuite. 2 exposant 10, c'est un facteur de 1000. Donc, une diode qui vous donne un courant inverse de 1 nanoampère à la température ambiante va vous donner un courant inverse de l'ordre de 1 microampère à 125 degrés Celsius. Vous allez dire, bah, microampère, il n'y a rien là. Mais un microampère fois 1000 volts, ça peut être fatigant. Donc, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Donc, le courant de fuite double à tous les 10 degrés Celsius. Un autre cas de figure où un microampère, ça va vous déranger, c'est si un microampère par diode, essayez d'imaginer ce qui va arriver dans un circuit où il y a 10 millions de diodes. Je vous en ai montré dans le module de motivation, puis on n'a pas besoin de travailler bien fort. Les circuits que nous, on fait, quand j'ai 28 millions de transistors, ben, j'ai possiblement une centaine de millions de diodes parasites un petit peu partout. Je ne vais pas aller là dans le cours, pas aujourd'hui, pas à l'intérieur du cours 2310, mais le courant de fuite de la diode qui double à tous les 10 degrés Celsius, c'est quelque chose qui est en arrière-boutique, là, qui peut toujours venir vous hanter. La physique, vous pouvez décider qu'elle n'est pas importante pour vous, mais la mère nature va venir vous mordre en temps opportun si vous ne savez pas ce qui va se passer pour vous. Donc, là, j'avance un petit peu. Ça, c'est en long ce que je viens de dire. Vous écouterez la version longue. Ça, c'est une slide qui vous montre comment faire une analyse graphique du comportement de la diode. Même quand vous n'avez pas d'équation, vous pouvez mesurer ce courbe-là. Vous pouvez prendre la valeur que vous mesurez. Cette courbe, c'est VDD moins RDID. Le point d'intersection qui est là, c'est la solution. On peut faire une solution graphique à ce circuit. Pourquoi on fait une solution graphique? Bien parce que généralement, dans la plupart des cas, on ne peut pas obtenir une solution analytique. Donc, comme on ne peut pas faire une solution analytique, on n'est pas capable d'avoir une expression analytique qui nous donne la réponse dans un montage électronique. On peut le simuler ou on peut le résoudre par approximation successive. C'est ce qui vous est montré. Je ne vais pas essayer de faire ça ici, mais l'idée de base, c'est que vous pouvez prendre une caractéristique de la diode, votre droite de charge, et là, prenez-le comme un exemple. Je l'explique au long dans l'autre module, et il y a cependant une relation qui est extrêmement importante qu'on dérive ici. Cette relation transcende l'exemple qui vous est donné. Si vous avez deux courants et deux chutes de tension directes mesurées sur une diode, cette relation-là qu'on dérive ici, donc on la dérive de ici à là, donc on dérive de ici à là, on dérive cette relation, et cette relation qu'on vient de dériver dit qu'elle découle de cette relation exponentielle. Donc, vous avez la relation exponentielle de la diode, c'est des dérivations arithmétiques et algébriques simples qui vous amènent à cette relation-là et qui dit que VD2 est égal à VD1 plus eta VT log de ID2 sur ID1, où ça c'est VD2 et ID2, c'est un point sur la courbe de diode, VD1 et ID1, c'est l'autre point sur la courbe de diode, VT, ça dépend de caractéristiques physiques, KT sur Q, constante de Boltzmann, température en Kelvin, charge d'un électron, VT, 25 millivolts à température ambiante. Ça vous donne donc une façon d'aller mesurer expérimentalement c'est quoi le vrai état de votre diode. Et le reste, ben, c'est un exemple. Je vous laisse le lire. Je vous laisse écouter la version longue sur l'autre module pour vous dire que finalement, ben, cette analyse itérative, elle converge très vite. Et puis,
Ça termine. Ah, OK. Modèle à tension constante, j'ai presque terminé. Donc, dans le modèle à tension constante, vous allez voir que très souvent, on va réduire la diode à ce qu'on appelle le modèle à tension constante. Quand on sait qu'elle est polarisée en direct, on va la remplacer par une chute de tension de 700 millivolts. On sait qu'elle commence à conduire à 500, on sait que c'est une exponentielle, puis on va la remplacer dans un circuit par une chute de 700 millivolts. C'est le modèle à tension constante. Une autre vue de la même chose. Et pour une analyse rapide, dans un montage où si j'ai 5 volts, et puis j'ai un circuit, où est ce circuit-là? Je pense qu'il était, un petit peu plus tôt, par exemple, un circuit comme celui-là. En fait, le circuit qu'on est en train d'analyser, c'est celui-là. 5 volts, 1K.7. Ça va être quoi en première approximation de courant? Ben, ça devrait être 5, moins 0.7, donc 4.3 divisé par 1, 4.3 milliampères. Donc, il y a toujours ce jeu qu'on va faire on va jongler avec ça, hein? Des volts avec des kiloohms, ça donne des milliampères. 5 volts moins 0.7 divisé par 1K, 5 moins 0.7 est égal à 4.3 divisé par 1, 4.3 milliampères. Et ça, c'est l'analyse du circuit avec le modèle à tension constante. Ça, c'est l'exemple qui est fait ici. Un rappel. Donc, rappelez-vous toujours qu'il y a la tension instantanée qui est là, le petit i grand, attention, qu'est-ce que j'ai dit? Courant. Le courant instantané, petit i grand c. Le courant moyen, qui est grand I, grand C, c'est ce niveau-là ici. Et petit i, petit c, ben, c'est la différence entre les deux ici. D'accord? Donc ça, c'est un rappel de ce que j'ai dit au bloc précédent. Et une des choses qui est extrêmement importante, qu'on explique en long et en large, prenez cette relation-là et on peut, pour un point d'opération donné, obtenir la pente. Et c'est pour ça que ça va être tellement important d'obtenir un point d'opération. Parce que la pente ici, la pente là et la pente là n'est pas la même. Et on explique en long et en large que si vous, dans l'autre mode, si vous avez cette... donc le point d'opération serait autour de 0.5, 0.7, absolument. En fait, en première approximation, prenez 0.7 et l'idée de trouver c'est quoi la valeur exacte de la chute sur une jonction, je pense que c'est la première et la dernière fois qu'on fait ça dans le cours. Après, on va regarder, on va dire c'est 0.7, puis on va dire autour de 0.7, il y a une résistance dynamique, et la résistance dynamique, ça c'est une dérivation qui vous dit que la résistance dynamique, c'est le petit v petit d, donc la valeur l'amplitude du signal en tension sur la valeur de l'amplitude en courant, et le quotient entre les deux, on démontre analytiquement que c'est état VT sur ID. État VT sur ID. Rappelez-vous, c'est le état, je vous ai dit comment le mesurer. Donc le VETA, je vous ai dit comment aller le mesurer au laboratoire. Le VT, c'est une tension de 25 millivolts de température ambiante, donc à 300 Kelvin. Pourquoi? Parce que c'est T en Kelvin sur Q sur ID. Donc, une fois que vous connaissez le point d'opération, quand vous connaissez le point d'opération, la pente dépend du point d'opération. Donc, ce qui est entre les deux, ben, c'est la dérivation au long. Puis pour faire la dérivation au long, ben, ça vous prend une série de Taylor. Bien sûr, il faut sortir vos mathématiques. Vous pouvez être plus ou moins rouillé là-dedans. C'est pas sorcier, il faut la suivre étape par étape. Et ça exploite la séparabilité de l'exponentielle. Quand on met, il y a un petit truc amusant là-dedans, c'est que quand on met la tension, qui est le point de repos, plus le signal, qu'on vient mettre ça dans l'exponentielle, le point de repos sort, le E exposant VD sort, puis
C'est pour ça que le ID arrive ici. Je vous laisse le lire. C'est pas compliqué. Il faut juste prendre le temps de regarder correctement les équations. Mais, et ça, je dis souvent hein, dans un mode normal, là, ça c'est une équation à garder sur votre feuille. Parce qu'à l'examen, on peut vous demander, hey, c'est quoi la résistance dynamique de cette diode-là? Et ça dépend du point d'opération. Là, il y a un exemple. Un premier exemple concret d'utilisation d'une diode. Donc, imaginez que vous êtes Robinson Crusoe, puis dans votre sac, quand l'avion s'est écrasé, il y avait votre sac de composants que vous avez acheté au cours 2310, et vous trouvez une résistance de 1 kΩ, puis vous avez 3 diodes, et vous voulez vous faire un bloc d'alimentation régulé. Et vous avez une source de tension de 10 volts plus ou moins 1 volt et vous voulez la réguler. Donc, un régulateur du pauvre homme ou de la pauvre femme, Robinson Crusoe perdu sur une île déserte, c'est vous mettez 3 diodes en série. 3 diodes en série va vous donner une chute de 3 fois 700 millivolts, 2,1 volts. Donc, voici donc votre premier bloc d'alimentation de 2,1 volts réalisé avec 3 diodes. Donc, 3 diodes en série. Et on vous pose des questions dans cet exemple. Donc, soit 3 diodes avec la résistance de charge déconnectée. C'est quoi la variation qu'on va observer en sortie, étant donné qu'il y a une variation de 1 volt sur le bloc d'alimentation? Et pour trouver ça, ben, quand on le fait au long, il faut calculer la résistance dynamique et ça devient un diviseur de tension entre la résistance dynamique. Encore une fois, un autre Thevenin équivalent, s'il vous plaît. Donc, 10 volts, 1 kΩ d'impédance de sortie, une charge qui a une impédance dynamique de 3 fois RD, donc qui est de 18 ohms. Donc, c'est quoi la résistance dynamique d'une diode? Ben, s'il y a à peu près 8 mA dedans, ben, c'est à peu près 6 ohms. Donc, c'est quoi? C'est 50 divisé par 8, ça donne mon 6. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir. C'est quoi la résistance dynamique d'une diode? Ben, c'est quelque chose entre 6. Si le courant est très petit, donc si au lieu d'avoir 7 mA, j'avais 1 mA, la résistance dynamique de ma diode serait plutôt autour de 50 ohms. Et puis, si j'avais dans ma diode des micro-ampères, ben, soudainement, ma résistance dynamique, ça pourrait être des kilo-ohms. Parce que oui, c'est possible d'avoir une résistance dynamique dans les kilo-ohms. Si vous vous ramenez dans la courbe, évidemment, cette courbe-là est fausse, c'est menteuse. Là. Il faudrait avoir, si vous avez cette version-là de la courbe, parfois on a des constructions qui sont des constructions artistiques, là, mais si vous allez sur cette version-là de la courbe de la diode, ben, si vous vous amenez avec un courant qui est ici, votre résistance dynamique peut vraiment devenir même des mégohms. Donc, je pense que j'ai un petit peu fait le tour à haut niveau. La version plus détaillée est préenregistrée, elle est disponible. Et voilà. Je pense que ça fait le tour du premier cours. Et donc, le laboratoire, ben, c'est d'aller au laboratoire. Si vous regardez l'énoncé du laboratoire, on vous fait faire des Thevenin. Pourquoi vous faites de la drill de Thevenin? Et il y a une chose que je veux vous dire à propos du Thevenin sur pourquoi il est si important, c'est que à chaque fois que vous faites un Thevenin, on va vous faire un Thevenin récursif. Pourquoi un Thevenin? On vous explique c'est quoi le Thevenin en long et en large, des fois que vous auriez oublié. On vous explique c'est quoi la diode. La diode est une vanne. C'est une autre vue de la même chose. Puis là, on va vous faire des Thevenin récursifs. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire à tour de bras dans le cours. Puis même, des fois, il y en a 4, 5, 6 cours plus tard, au milieu du trimestre. Comment ça se fait que quand je mets un condensateur, le niveau DC n'est pas le même là qu'il là? Ben, un condensateur à 0 Hz, ça a une impédance infinie. Et quand vous analysez ce circuit-là en DC, le condensateur qui est là n'a aucun lien entre les deux côtés. Et quand vous allez voir, on va faire ça systématiquement quand on va parler d'un couplage capacitif entre un montage qui est là pour amplifier puis une source qui n'a pas de valeur DC.
Donc, le classique, c'est que l'amplificateur qui est de ce côté-là a besoin d'une certaine tension pour fonctionner. Puis de ce bord-là, il y a un niveau d'essai de 0. Et on a besoin de les séparer avec un couplage capacitif. Mais ça devrait être un réflexe après votre cours de circuit, mais c'est probablement pas un réflexe pour plus que 10% d'entre vous. Donc, on va vous le faire faire, on va vous le faire en théorie, puis on va vous le faire en simulation. C'est ça que vous allez faire vous-même, et vous allez le faire, vous allez le simuler et vous en convaincre vous-même. On va parler de Zener, et ça, c'est le cours de la semaine prochaine. Et là, on est rendu comme la portion du lab qui se rapporte au cours de la semaine prochaine. Donc, je m'arrête ici. J'ai bien rempli 2h30 de mon temps. Les prochaines semaines, je ne vais pas parler aussi longtemps. Je vais m'orienter sur vos questions. D'accord? Donc, regardez les modules. Les modules pour la semaine prochaine, j'ai du boulot pour en fin de semaine. Il faut que j'en rende un public, il faut que je crée les autres. Ils sont pas instantanés. Et puis en passant, ce que je fais maintenant va être en ligne, mais le processus d'exporter et de mettre en ligne dépend du bon vouloir du serveur de VIA, qui peut prendre jusqu'à quelques heures dans le jour quand il y a un paquet de monde connecté dessus. Donc, je ne suis pas capable de le faire immédiatement après le cours. Ça risque d'être dans le milieu de l'après-midi. Et les modules pour la semaine prochaine, il y en a un que je vais exporter, en fait que j'ai exporté et rendu visible tout de suite. Et les autres ça va être fait en fin de semaine. Et vous allez pouvoir les écouter avant le cours de la semaine prochaine et préparer vos questions. Et bien sûr, je reçois aussi les questions sur le laboratoire. Et le laboratoire et le cours, ce n'est pas deux affaires différentes. Ça se veut aussi synchronisé que possible. Donc, c'est là que je voulais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc, je vais me taire et rester disponible, le canal étant ouvert pour répondre à vos questions. Puis, dans 5 minutes, je vais fermer l'enregistrement. En fait, c'est peut-être mieux pour moi de laisser l'enregistrement. Vous pouvez taper vos questions, vous pouvez ouvrir le micro. Si vous voulez ouvrir le micro, c'est correct. Donc, s'il y en a qui ont des questions, je reste en ligne, je me tais, je vous écoute. Donc, je suis disponible pour vous s'il y a des questions. Bonne question. La réponse est oui et non. Non pour les questions de style objectif. Oui pour les questions de type à développement. Et corriger des questions à développement, c'est long. Et je peux vous donner un preview de ce qu'on va faire, et c'est ce que je veux. Avoir seulement des questions objectives dans ce cours, c'est du non-sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais avoir seulement des questions à développement, c'est beaucoup trop long à corriger. Donc, vous allez voir qu'une partie, je ne suis pas encore capable de vous dire laquelle, on ne les a pas encore créées. Donc, mon idée pour le moment, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de questions de pratique pour lesquelles vous ne serez pas noté. Il va y avoir ensuite des questions qui vont être notées à objectif, et c'est Moodle qui va vous noter. C'est Moodle Quiz. Donc là, on ne peut pas regarder le développement. Et il va y avoir toujours, je crois, c'est ce que je pense, c'est ça l'idée en ce moment, il va toujours y avoir une question qui va être la cerise sur le sundae, qui va être une question à développement, une question pour laquelle vous devez écrire la solution. Et puis, je ne sais pas comment vous voulez la jouer, là, mais ça va vous prendre un papier, ça va vous prendre un crayon, et le plan de match, c'est, vous avez la question, vous répondez à la question, vous photographiez votre réponse avec votre téléphone et vous la uploadez comme votre réponse pour la question à développement. Le premier mini-test la semaine prochaine. Bon point. En fait, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais la réponse à cette question-là, j'ai réussi à échapper quelque chose d'important. Merci de la question. La question me fait prendre conscience que j'étais tellement pressé d'aller plus loin que j'ai échappé quelque chose d'important. Dans le plan de cours, il y avait une autre page. J'étais tellement pressé de passer à d'autres choses que je ne l'ai pas regardé.
mais il y a cette... oups, vous voyez cette page-là? OK, je vais à la page précédente. Je vais à la page précédente. Ah! Ah! Et voilà. Pour une raison qui m'échappe tantôt, l'outil, tout est dans le plan pour déjà. Mais pour une raison qui m'échappe tantôt, quand j'ai essayé d'aller là, ça ne voulait pas, puis j'ai oublié. Mais donc, quand vous regardez, je vais fermer ça pour voir ce que je fais là. Donc, quand on vous dit, la semaine prochaine, il va y avoir, donc aujourd'hui c'est un cours synchrone, c'est ce que j'ai fait, et la semaine prochaine, il va y avoir des questions sur le cours, il va y avoir le mini-test 1 avec les corrections, puis il y a le lab 1 qui se fait en simulation. Donc, il y a un mini-test 1, mini-test 2, mini-test 3, mini-test 4, mini-test 5 et l'intra. Donc, il y a un mini-test 6, 7, 8, pas de mini-test, pas de mini-test, donc on en a 8 en tout, pardon, je m'excuse, 9 en tout, et parmi les 9, si vous en échappez un parce que vous avez une panne de courant chez vous, c'est ce que j'ai dit, je ne me répéterai pas, donc il y a des mini-tests à chaque semaine, il y a un intra, il y a une relâche, et donc l'information est dans le plan de cours, mais pour une raison qui m'échappe tantôt, VIA n'a pas voulu y aller, et donc le dernier cours est là, il n'y aura pas d'évaluation à cette semaine-là, puis l'examen final aura lieu à une date à déterminer. Que faut-il reviser pour le mini-test? Bon, pour le premier mini-test, je dirais écoute les modules de cours, parce que si tu n'as pas écouté les modules de cours, on va poser des questions sur les modules de cours et commence ta préparation pour le lab, commence à faire le lab. Il y a un lab la semaine prochaine et on risque de vous poser des questions sur des Thévenins et on va vous poser des questions auxquelles vous devriez être capable de répondre après avoir écouté les modules de cours. Vous avez le droit d'avoir les slides à côté de vous. Donc, vous pouvez avoir, si vous avez 2 écrans, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas 2 écrans, il vous faut imprimer ou avoir quelque chose d'autre. Mais vous pouvez, je ne vais pas vous empêcher d'avoir les slides à côté de vous. Je peux poser des questions dont les réponses se trouvent dans les slides de cours, mais je vous préviens, ça va se passer rapidement et quelqu'un qui essayerait à la volée de figurer c'est quoi la réponse en n'ayant pas étudié, il va être incapable de faire le mini-test, ça va trop vite. Pour le mini-test, je vais me répéter, donc vous êtes 105, pensez au temps de correction. Donc, Moodle Quiz, correction automatique, objectif. Combien de temps pour le mini-test? Je ne le sais pas encore. Mais je pense, la dernière fois que j'ai vu un prototype, on parlait de 40 minutes. Donc, vous pouvez imaginer que de 8h30 à 9h30, je réponds à vos questions et on ouvre le mini-test. Donc, 8h30 à 9h30, je réponds à vos questions. À 10h, on rouvre la fenêtre mini-test et vous devez rendre votre mini-test à 10h40. Pour le moment, c'est le plan, d'accord? Et bien sûr, si on s'aperçoit qu'on pense que c'est plus long, ça se peut qu'on change. Mais pour le moment, c'est le plan. Regardez, le premier, je comprends la question. La réponse est, je ne peux pas vous en donner parce qu'il n'en existe pas. Et c'est pour ça que j'insiste auprès de Ahmad pour que dans la première heure de cours la semaine prochaine, j'ai un certain nombre de questions, dans le fond, un mini-test pratique, pas noté. Et ça n'existe pas pour le moment. Donc, je pense le faire peut-être dans une période de 15 minutes pendant la première heure du cours la semaine prochaine. Les énoncés de lab les énoncés sont en ligne. Je comprends pas. On va, l'énoncé de lab est déjà en ligne.
Présentement, l'énoncé de l'arbre qui est en ligne couvre les 4 premières semaines. Évidemment, je ne sais pas si vous réalisez combien, évidemment, vous allez dire, c'est mon problème, je suis payé pour ça, là, mais on m'a dit que la création des modules tutoriels pour LT-Spice a consommé 70 heures. Si vous allez dire, ça me fait une belle jambe, je peux vous dire qu'il s'en met beaucoup, beaucoup, beaucoup des heures pour créer ce matériel-là. Euh, je crois pour les... sincèrement, je ne sais pas si vous êtes champion avec une tablette. Moi, je suis nul. Donc, si vous êtes capable, s'il y en a dans des artistes parmi vous qui maîtrisent très, très bien une tablette graphique, moi, j'ai aucun problème à ce que vous écriviez la solution à un problème avec une tablette graphique, mais d'après moi, c'est beaucoup plus long. Donc, moi, je pense que ce qui est le plus rapide, mais c'est pas obligatoire, d'accord? Si vous êtes champion avec une tablette graphique, vous pouvez répondre. Donc, essayez d'imaginer que sur 40 minutes, il y a 20 minutes qui est des questions objectives, il y a 20 minutes qui va pour un problème sur lequel vous devez écrire la solution, pour lequel votre développement va être noté. Et quand vous faites ça, vous pouvez le faire sur une tablette graphique ou vous pouvez le faire sur une feuille de papier, mais à la fin, il vous faut rapidement, à l'intérieur du temps limite imparti, uploader votre réponse pour la portion qui est à développement. Donc, tablette graphique ou photo d'une feuille blanche que vous allez avoir, sur laquelle vous allez avoir gribouillé. Ben, le point d'opération, on va y revenir à satiété dans le trimestre, mais pour faire une longue histoire courte, un transistor bipolaire, il y a deux des trois jonctions, c'est une diode. Et on va polariser la diode et en fonction du point de tension où on met le transistor bipolaire, on va injecter un certain courant dans le transistor, en fait dans une diode, et en injectant le courant dans cette diode, on va déterminer quelle est la pente, la résistance dynamique de cette diode, et ça va contrôler le gain d'un amplificateur. Donc, on va systématiquement faire ça. Donc, dans le montage, donc les bons mots, c'est la jonction base-émetteur d'un transistor bipolaire. Je n'ai pas encore défini, ça va venir. C'est une diode. Cette diode, je la polarise. Et je la polarise avec un certain courant. Et en la polarisant par un certain courant, état VT sur I, ça vous donne la résistance dynamique. Et cette résistance dynamique va contrôler le gain de l'amplificateur. Et c'est vous, comme concepteur, qui devez polariser. Bien sûr, dans un problème d'examen, c'est le problème d'examen qui spécifie des valeurs et on vous demande de calculer le point d'opération, mais calculer le gain, si on ne connaît pas le point d'opération, à moins qu'on vous ait dit et imposé c'est quoi le courant, vous n'êtes pas capable de calculer le gain. Mais là, je suis rendu 4, 5, 6 cours plus loin. Euh, OK, la question, je vais, peut-être que pour répondre à cette question-là, je vais retourner. Évidemment, tout s'est passé très, très vite aujourd'hui, là. Et la question est tout à fait légitime et extrêmement bonne. Laissez-moi fermer et je vais faire comment je pense qui est la bonne façon. Oups, je m'en vais là. Pour répondre à votre question, excusez-moi, la fenêtre pour changer est couverte par la fenêtre quand quelqu'un quitte. Correct que vous quittiez, aucun problème. Donc,
Imaginez que votre diode est dans un montage. Donc le montage, mettons que le montage alpha, c'est ça. J'ai une tension, il y a une résistance de sortie, il y a ma diode. Ça, cette tension, je peux la contrôler par les composants, les valeurs de résistance que je vais choisir ou la source que je mets. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez contrôler. Ça, c'est quelque chose que vous allez contrôler par les résistances que vous mettez. Et en contrôlant ça et ça, vous allez contrôler le courant. Donc, si, mettons, en première approximation, je vais dire, OK, je ne veux pas me casser les nénettes. En première approximation, je vais dire, je vais commencer mon analyse avec 0.7. Donc, OK. Donc, comme point de départ, je vais faire comme si la tension de la diode est 0.7. Donc, je vais dire, OK, la tension, je vais prendre 0.7 pour la tension de diode. Je vais dire, OK, 5 moins 0.7 sur 1, 4.3 mA. Et je vais essentiellement jamais retourner c'est quoi la valeur, parce qu'il faudrait itérer. Si vous voulez être précis, il faudrait itérer. Mais ce sera essentiellement jamais pertinent de le faire dans le cours. Vous allez voir pourquoi plus tard, mais vous avez 5 moins 0.7 sur 1, 4.3, OK? Donc, j'ai 4.3 mA. Et ayant calculé que mon courant de polarisation est approximativement 4.3 mA, ben, je vais calculer que si mon courant de polarisation est approximativement 4.3 mA, ma résistance dynamique sera RD, qui est égale à eta VT sur ID. Et avec RD égale à eta VT sur ID, je m'en viens ici. Donc, comme là, ben, je vais dire, OK, ma résistance dynamique est de 6.3 ohms. Et si cette résistance-là ne me convient pas, je vais changer quelque chose dans le montage pour changer la valeur de courant qui est là. Donc, par exemple, dans ce bloc d'alimentation du pauvre homme sur une île, vous avez votre sac de résistance qui est tombé avec vous en avion, et vous allez dire, hey, ça ne marche pas mon affaire, je vais changer, je vais mettre une 5 kΩ à la place d'une 1 kΩ, ou je vais mettre une 1 MΩ à la place. C'est votre choix. Donc, vous pouvez changer la valeur de résistance, et en changeant la valeur de résistance, vous allez changer la valeur de courant, ça va changer la valeur de résistance dynamique, mais le plus souvent, on ne va pas s'intéresser à la question qui est posée ici, de combien la chute dans la diode est changée. Pourquoi? Bien parce que vous le voyez ici, cette différence est petite. Donc, vous allez avoir des petites différences qui vont se mesurer en millivolts et qui vont changer seulement des effets de deuxième ordre. C'est ça qui est l'idée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, si c'est trop compliqué. On va y revenir certainement. Ben, c'est juste le point d'opération. Il y a une première phase dans la conception d'un circuit électronique qui est de choisir le point d'opération. Et le point d'opération, il y a plus que la chute dans la diode. Le point d'opération, c'est une partie de. Quand on va avoir un transistor, le transistor a deux côtés. Vous allez contrôler ce qui se passe sur un. En fait, il y a trois nœuds et vous allez devoir contrôler ce qui se passe sur chacun des trois nœuds. Donc, le point d'opération, ça va être choisir les valeurs de résistance et de courant telles que votre composant électronique est essentiellement encadré correctement. Quand on va parler d'un transistor bipolaire, on va parler de base émetteur-collecteur, on va choisir la tension de base, on va choisir le courant, et puis ayant choisi le courant de base,
ça va déterminer le gain du transistor. Puis si on ne veut pas que le transistor sature, il va aussi falloir choisir la chute de tension au collecteur. Donc, c'est un peu plus que la chute dans la diode, mais la chute dans la diode en est une partie importante. Là, il y a eu 2 questions en même temps. Je vais remonter, d'accord? Parce que j'ai de la misère à voir les 2 en même temps dans cette petite fenêtre-là. Je vais me permettre de changer, parce que si je vous déplace là, la fenêtre va complètement changer pour moi. Là, je vais voir plus le clavardage. Là, vous me voyez de côté parce que j'ai changé d'écran. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Pendant une semaine typique, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous recommandez de faire. Écouter les capsules absolument. Faire le TP et se préparer au mini-test, oui. Puis, évidemment, les mini-tests, c'est pas des examens, c'est des mini-tests. Le but, c'est de vous forcer à écouter les capsules et de regarder les slides. Et pour vous préparer à avoir des questions qui ont du sens. Et les mini-tests, c'est pas des examens, c'est des questions de compréhension pour vous motiver à lire, à écouter les capsules et à regarder les slides, à y réfléchir, éventuellement poser des questions. Quelqu'un qui ne fait pas en réalité, là, et avant, très souvent, les étudiants ne le faisaient pas, puis après 2 ou 3 cours, ils me regardaient, gesticulaient en avant, puis ils ne comprenaient plus rien de ce que je racontais, parce qu'ils étaient complètement largués. Ils essayaient de se rattraper la veille de l'examen, puis bien sûr, ça les amenait à des notes catastrophiques à l'examen. Donc, je vous force à le faire en continu. Pour l'autre question de M. Larivière, pour le point d'opération, ça va se faire en choisissant la tension sur le bloc d'alimentation et les valeurs de résistance qui vont venir encadrer un transistor ou des diodes. Et on va voir un exemple avec le diode quand on va voir de l'atténuateur dynamique où on va contrôler le point d'opération d'une diode pour essentiellement se faire un atténuateur programmable. Bon, ben, ça me fait plaisir que j'ai pu être un peu clair pour certains. En passant, il y a une complexité là-dedans et ça ne rentre pas du premier coup, ces notions-là. Et un de mes talons d'Achille quand je vous enseigne ça, c'est que ça fait 45 ans que je travaille avec ça. Puis à un moment donné, il y a des choses qui sont des évidences pour moi et je veux, avec le plus grand des respects, recevoir toutes vos questions, mais évidemment, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez atteindre mon niveau de confort avec ces notions-là immédiatement, étant donné que j'ai vécu la meilleure partie de ma vie avec ça. Il est 11 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me parler? Oui. Je peux ouvrir votre micro si vous voulez. Le micro est ouvert. Oui. Le mini-test de la prochaine séance porte sur la matière d'aujourd'hui où toutes ces réponses, la matière d'aujourd'hui, ce qui se passe au lab et votre écoute des capsules. Excusez-moi, vous m'entendez? Ben, il n'est pas... je ne veux pas vous mettre dans une situation d'échec. Donc, la réponse à cette question-là doit être oui. Il faut que vous ayez... Évidemment, si je ne vous ai pas permis de vous préparer et que je vous fais avoir des... Regardez, ma philosophie, là, c'est que si, pour les mini-tests, j'aimerais bien que vous ayez tous 100%. D'accord? Donc, ça devrait être des questions faciles, ça ne devrait pas être des questions pièges.
Maintenant, quand le trimestre va s'enclencher, vous allez tous manquer de temps et ça se peut, et j'accepte ça, que vous ayez, comme ils font dans les hôpitaux présentement, délester mon cours pour survivre ailleurs, c'est correct. Mais normalement, si vous faites les choses qui sont demandées, vous devriez avoir vu tout. Maintenant, c'est pas parce qu'on a vu tout qu'on a compris tout. Et bien sûr, c'est une façon de se benchmarker puis de réaliser qu'on pensait qu'on avait compris pour comprendre qu'on n'a pas compris. Je pense que c'est le propre d'une évaluation dite formative. Et pourquoi le 1 point? Ben pour vous motiver à être là. Ouais, excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, mais dans le fond, la matière pour le mini-test, vous avez dit que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, plus ce qu'il y a dans le laboratoire, c'est ça? Vous allez voir qu'il y a une grande redondance. Ce qu'on a vu aujourd'hui, évidemment, la portion motivation au début, là, je ne vais pas vous demander c'est quoi que Ahmad Hassan a fait dans sa thèse. C'est pas une question, ça. Mais je peux vous. Qu'est-ce que j'ai couvert? J'ai couvert des amplificateurs, les types d'amplificateurs, l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie. Euh, c'est quoi les limites? Peut-être. Est-ce qu'il y a des limites au modèle quadripolaire? OK, c'est une question. Euh, Quelle est la chute de tension sur une tension idéale au silicium? Quelle est la valeur de typique de eta? Euh, Calculer la valeur de la résistance dynamique d'une diode. Ce sont des exemples de questions qu'on peut vous demander. Ok, ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais dans 30 secondes fermer le cours, fermer l'enregistrement. Et donc, ça va être ça, le module pour aujourd'hui, et ce 3 heures, probablement au milieu de l'après-midi, le temps que le serveur VIA réponde, va avoir été exporté et rendu disponible. D'accord? Donc, je m'arrête maintenant.